Donc, je parlais de la guerre civile aux États-Unis pour vous exemplifier qu'aucune des pays qu'on peut prendre comme exemple à cause, c'est parce qu'ils ont atteint un niveau de civilisation et un mode de vie plus ou moins prospère. C'est pas évident et c'est pas suffisant pour prendre comme modèle réussi tout de suite un modèle réussi. Et chaque modèle a une histoire. Et si c'est vrai qu'il y a une stabilisation, mais toujours précaire, d'un niveau de civilisation, dans notre exemple, c'est les États-Unis. Donc, ce n'était pas toujours le cas. Quand on regarde un peu de proche l'histoire des États-Unis, d'abord, on constate qu'il y a une guerre civile, d'abord une guerre d'indépendance contre le joug britannique. Donc, c'était une guerre contre les soldats anglais, soldats de la reine de l'Angleterre, donc, ou de toute Union britannique. Donc, même s'ils sont libérés avec les déclarations d'indépendance de l'Amérique, ça précède, ce texte est très célèbre, signé par Jefferson, je crois, n'est-ce pas? Quand on va à Washington, on voit ce texte sous les monuments, et ce texte précède les droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme qui date de 1948, donc beaucoup plus tardif. Acceptation des les mêmes prémices, presque adaptées à l'ensemble de l'humanité, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, donc rien à voir normalement avec l'histoire des États-Unis. Mais quand on regarde de près, effectivement, c'était une guerre qui a réussi grâce à l'intervention des Américains. Je parle de Deuxième Guerre mondiale cette fois-ci. Donc, ils ont un peu imposé ou proposé comme exemple pour arriver à un état de paix après la guerre terrible de Deuxième Guerre mondiale, adoption d'une adoption universelle par les Nations Unies, ce texte adopté à l'ensemble de l'humanité, qu'on appelle les droits de l'homme, Déclaration des droits de l'homme, à laquelle on se réfère chaque fois qu'il y a un bafouillage des droits de l'homme dans un pays précis, etc. C'est pas évident que cet rappel des droits de l'homme suffise que les choses se régularisent tout de suite. Mais si on retourne à la guerre civile des États-Unis, c'était pas seulement une indépendance d'une force, donc c'était une guerre d'indépendance, d'une sorte de colonialisme britannique, bien sûr. Mais c'est devenu tout de suite une guerre raciale et une véritable guerre civile, après le départ des Anglais aussi, je veux dire. Et c'était une guerre en grande partie entre les Noirs et Blancs, ou plus précisément entre les Blancs et les Noirs qui défendaient les droits de l'homme. Donc, ils étaient du côté de Déclaration des droits de l'homme précoce, et ils représentaient une certaine lumière, un esprit des lumières qui vient du continent, de l'ancien continent, c'est-à-dire de l'Europe. C'était un acquis de la philosophie ou culture européenne, dont l'un des plus grands exemples, c'est Emmanuel Kant, bien sûr, et son éthique, et sa conception de droit. Donc les Nordiques, ils soutenaient ces principes, et au nom de ces principes, disons, des Lumières,
et qu'ils se battaient contre les sudistes, eux qui ne voulaient pas qu'on change régime de terre, de l'agriculture, ou plus précisément, régime du racisme, c'est-à-dire esclavage des Noirs. Et pendant tout le joug colonialiste britannique, c'était devenu une mode de production et établi l'esclavagisme. C'était très bizarre parce que l'esclavagisme, oui, dans la Grèce antique, ça existait, à Rome, ça existait, à Moyen-Âge, c'est presque, à mon avis, disparu. Et à peu près une sorte de stabilisation est vue au Moyen-Âge. Il y a eu cette fois-ci, non pas des guerres plus ethnicité ou de guerre nationale, ça n'existait pas les nations, il y avait des grands féodaux qui étaient entre eux concurrents, mais ils faisaient des pactes assez facilement, des négociations entre les féodaux, les seigneurs. L'un des plus grands exemples, c'est une sorte d'empire, idée d'empire, et non pas comme romain, uniquement pur, constitué pur natif des Romains, pas du tout. Le Moyen-Âge avait inventé un modèle d'empire. Donc, l'un des exemples, c'est l'Empire ottoman. Bien sûr, c'est une continuation de l'Empire romain, mais le concept est différent. Et, vous savez, il y a une expression qui dit en latin « pax romana », n'est-ce pas? Les Romains aussi, en conquisant la terre britannique, toute l'Allemagne, toute Germanie, toute Suisse, ça n'existait pas à l'époque, bien sûr, donc toute l'Europe, jusqu'à, disons, Damascus, en Syrie, en Arabie, et bien sûr en Égypte, tout le continent connu était conquis par les Romains et c'était des conquêtes et des guerres épisodiques, périodiques, mais très sanglantes. Mais les Romains n'avaient pas un esprit d'annihiler les autres nations. Ils avaient un droit, ce qu'on appelle le droit romain, n'est-ce pas? On se réfère même aujourd'hui. Donc, au nom de droit, au nom d'une certaine prospérité de vie, au nom d'une certaine mentalité et des institutionnalisations de gouvernabilité, qu'ils conquisaient, par exemple, l'exemple de Britannique est très éclatant parce que à l'époque où les Romains sont arrivés en Britannique, il y avait selon le point de vue des Romains, bien sûr, il y avait un niveau de civilisation beaucoup plus bas que les Romains. Ils étaient très pauvres, ils avaient des idées très païennes, animistique, chamanistique, superstitieux. Bon, les Romains aussi avaient une religion quand même assez mythique, mais c'était différent. C'était devenu peut-être à Rome une religion officielle de l'État, et il y avait des cultes très divers, mais qu'on tolérait, mais parce que ça n'était pas sataniste, etc. Bon. Mais du point de vue des Romains, ce qui se passait en Britannique, c'était insupportable, c'était pas élégant, c'était moche, c'était je ne sais pas quoi. Bon, ils n'ont pas trop pensé, ils ont fait des allers-retours, et dernièrement, ils ont fait une grande conquête, et c'est pas une destruction parce qu'il y avait presque rien à détruire, sauf que ce sont des terres très très fertiles.
Donc ils ont tué beaucoup d'hommes, mais les chamans, entre guillemets, des Celtes, les chamans, c'est-à-dire les chefs religieux, la classe spirituelle des Celtes, ont résisté. Ils se sont retirés aux profondeurs des forêts britanniques. Ils sont devenus une sorte de vandales, etc., des guerriers, une classe spirituelle, dirigeait les héros, entre guillemets, les chevaliers ou les guerriers le plus sauvages qui soit possible. Mais les Romains avaient des machines de guerre énormes, extrêmement sophistiquées. Ils avaient une capacité de manœuvre sur le terrain, des moyens très sophistiqués de faire la guerre, etc. Donc, il ne s'agit pas seulement de la guerre. Les Romains ont commencé tout de suite à construire des villes comme ils veulent, comme ils connaissent déjà construire des villes partout où ils veulent. À Damascus, à Persépolis, dans la profondeur de, n'est-ce pas, Syrie, ce qu'on appelle à l'époque Syrie, en Anatolie, partout, ils construisaient là où ils trouvaient bon, géopolitiquement, commercialement ou au niveau de stratégie militaire, là, ils disaient, voilà, c'est ici, notre ville, ce sera maintenant là-bas. On peut donner 1000 exemples. L'un des plus connus, Kayseri, de notre chère Anatolie. Le nom exact, c'est Kayseria. C'est la ville de César. Donc c'est très, très évident. Il y a beaucoup de noms en Anatolie qui portent encore la trace des noms latins. Par exemple, si nous sommes des descendants des Ottomans, alors l'ancienne capitale Edirne, dont le nom est gardé encore, on n'a pas changé le nom Edirne, c'est complètement un nom donné par le constructeur d'Andropolis. Par les Romains, c'est en latin, en original. Voilà, Héliopolis, bon, des noms très parfois poétiques. Même un empereur, en fait, avait une sorte d'amant à lui seul. Donc, il faisait un cadeau de construire une ville pour son nom, pour lui, et pour qu'il soit son nom immortalisé, éternisé, etc. Une libertinage ou liberté de l'esprit, un volontarisme, une confiance à soi énorme. Ils avaient une métaphysique, ils avaient une philosophie, bien sûr, et il y avait Cicéron, plusieurs philosophes qui conseillaient les empereurs ou les sénateurs. Eux-mêmes, il y avait une pratique de la philosophie, donc penser et développer des concepts en tous les domaines, en technique, en mathématiques, en maritime, en commerce, dans la numismatique, dans l'économie, dans le marché, un véritable concept de construire des villes avec l'agora, le lieu de marché, le lieu de culte, les grands chemins, tout ce qu'il faut pour faire une civilisation. Donc, ils ont fait la même chose en Britannique. Et ce qu'on connaît comme grande ville et grand lieu d'agglomération urbaine en Britannique et partout ailleurs aussi, mais en Britannique beaucoup plus apparemment accentué, c'est presque les villes actuelles en Bretagne aujourd'hui sont construites dans le même lieu par les Romains et leur nom, presque tous, vient est donné par les Romains.
bon, Gallia, bon, etc. D'ailleurs, même si ils ont gardé leur propre nom, c'est latinisé. Gallia, enfin, le Gaule, ça existe, mais enfin, dire Gallia, en fait, c'est déjà latin, etc. Donc, un esprit de conquête est passé cette fois-ci dans le méandre de l'histoire aux Britanniques. Eux, ils sont devenus, avec une transformation, disons, biologico-technologico, je ne trouve pas mot, des Romains. Ils sont devenus des Romains. On se demande comment. Je crois que en fait, les Romains aussi s'installaient là où ils conquisaient, évidemment, c'est pour s'installer et pour se multiplier. Et il y avait toujours des peuples régionaux, indigènes, disons, ceux qui étaient toujours là, mais parlaient d'une autre langue. Ils parlaient celte, ils parlaient des langues nordiques, ils parlaient germain. Il n'y avait pas d'unification d'une langue qu'on appelle la langue allemande, ça n'existait pas. Il y avait plein de diversité. Et il y avait toujours des passages, mixages entre anglais, une influence anglaise, une influence celte, une influence finnoise, etc. Bon, l'Europe est comme aujourd'hui les Balkans sont comme ça, ils étaient tous mélangés. Ou bien en Caucasie, aujourd'hui, c'est encore pire que le monde balkanique. Voilà. Il faut dire la vérité, et la vérité, ça vient de l'histoire. Il ne faut pas inventer les choses. Ça, ce sont encore des lieux, des habitations, je parle de Balkanique. Et il y a une guerre civile énorme. Ce sont des lieux de tension toujours. Bon, après la guerre en Yougoslavie, il y a une sorte de paix, mais encore fragile. Mais en Caucasie, ça n'est pas encore explosé. Pas encore. Bon, analogiquement, par allégorie, on peut dire poétiquement que Caucasie aujourd'hui attend son empire, enfin attend un empire qui la conquise, parce que c'était toujours comme ça. Il y avait une romane, enfin non, c'est un poète, Constantin Cavafis, d'origine d'Istanbul, il est grec, il est très connu, dans les années 20, il a écrit, il est d'origine d'Istanbul. Il est parti, bien sûr, avec les autres Grecs. Et il est parti en Alexandrie, peut-être. Bon, son poème est très fort, qui porte le titre « En attendant les barbares », que tout le monde connaît. Les gens éduqués à Istanbul ou en Turquie connaissent parce que c'est très traduit et c'est devenu tout de suite très, très célèbre. Barbarları beklerken. Eh bien, c'est ça que je fais l'allusion en disant qu'aujourd'hui, Caucasie attend ces barbares. Mais qui sont ces barbares? Ils sont plus civilisés, peut-être, enfin, ils attendent les Russes, ils attendent les Turcs, ils attendent l'Iran, Perse, ils attendent la Chine, ils attendent toujours les États-Unis, etc. Bon. De guerre civile aux États-Unis, nous sommes maintenant dans la Caucasie. Bon, très bien. Il faut toujours rappeler, effectivement, l'histoire des États-Unis. Bien sûr, c'est un moment très, très important comme concept de l'État, comme concept de civilisation, d'un certain développement de l'humanité. Effectivement, le lieu même des Nations Unies, n'est-ce pas? C'est à New York. Et c'est signé par les États-Unis. Le monde et l'humanité, les droits de l'homme sont signés par les États-Unis, si on peut parler comme ça. Et
accueilli dans son sein les Nations Unies à New York, etc. Ce sont pas des choses par hasard. C'est parce que les États-Unis ont gagné la guerre, la dernière guerre, Deuxième Guerre mondiale. Si c'était Hitler qui avait gagné, ça serait autre chose, ce serait encore un empire mondial avec le Japon, qui étaient eux aussi fascistes, et l'Italie, l'ancien héritage de l'Empire romain, l'Italie aussi avec Mussolini, avec tout son peuple, ils étaient fascistes. D'ailleurs, le mot fasciste, ça vient d'italien. L'italien, ce n'est pas tout à fait la même chose que le nazisme. Mais leur point commun, c'est race. Unifier une certaine race, améliorer peut-être race et se débarrasser des mauvaises races, etc. Donc, on était resté dans l'esclavage. Je disais que c'était devenu un mode de production, c'est une réalité, ce n'est pas un arbitrage, ce n'est pas un esprit, c'est pratique. C'est-à-dire une réponse à la question, tout très simple, qui va travailler? Toi et moi? Toi? Tu es mon esclave. Très simple. Moi, je ne veux pas travailler. Jusqu'à maintenant, c'était bien. C'était toi, tu continues à travailler. Voilà, le sudiste pensait comme ça. Et Louisiane, voilà, j'ai trouvé le nom des États des États-Unis, qui était Louisiana, Mississippi, etc. Je ne connais pas très bien la géographie, mais Louisiana, je connais bien parce qu'il y a une forte influence française, même dans l'architecture civile, dans l'habitation. Ils parlent tous aujourd'hui sûrement parfaitement américain, anglais, mais ils gardent quand même leur couleur française, Louisiana. Bon, surtout sudistes, donc, défendaient continuation de l'esclavage, donc ils ne voulaient rien entendre de ce qu'ils disent, ces gens de Washington et de New York. C'était bien ainsi. Je ne peux pas raconter toute l'histoire de l'esclavage, c'était quelque chose de prodigieux en fait. Tous les navires venaient aller aux États-Unis ramasser. Il y avait des ports spécialisés pour ramasser des gens, des esclaves. En Afrique, il y avait des villes spécialisées dans ces affaires-là. Ces villes-là, il ne faut pas oublier leur nom aussi. Il ne faut jamais oublier ces choses-là. C'était toujours ces villes-là, bien sûr, dans l'ouest de l'Afrique. Parce que c'était plus près aux États-Unis. Le retour était facile. Donc, Soudan, qui se trouve près de l'Arabie, donc ce n'était pas tout à fait touché par l'esclavage. Et le Soudan est devenu musulman. Et l'autre n'avait pas d'une religion monothéiste. Ceux qui habitaient loin de l'Arabie, ils n'avaient pas chance de devenir musulmans, c'est-à-dire entrer sous le joug des autres barbares, entre guillemets, en fait, l'empire plutôt. Empire, il faut aussi donner le nom et les dates exactes, dans quelle époque les Noirs de l'Afrique de l'Est, cette fois-ci, devenus musulmans, mais il y avait en Afrique de ces régions, Éthiopie, donc à l'est, des chrétiens aussi. Les Noirs étaient christianisés aussi très très tôt, et même pendant le développement dans les premières décennies
de christianisme qu'on appelle primitif, et qui se logeait plutôt autour de ces prodigieuses terres, Nevşehir, Kırşehir, Konya. Ça, c'est l'origine du christianisme, après avoir été chassé des grands lieux de l'Empire romain. Donc, ils se sont réfugiés juste au centre de l'Anatolie. Ürgüp, Göreme, etc. Vous connaissez leur église souterraine. 1000 églises souterraines. Voilà, dans la même époque, donc en Éthiopie, qu'on appelle Habeshistan, aussi, en Éthiopie, il y a eu une fondation d'une église, c'est-à-dire une sorte de quoi, bishop en Allemagne, en France, cardinal, évêque, etc. Système d'organisation des églises, leur autonomie ou leur dépendance à une seule centre, c'est toujours à discuter, mais dans ces périodes très très primitives, donc comme la Rome était déjà encore sous le joug des empires romains, il n'y avait pas de Vatican, bien sûr, donc l'Église d'Éthiopie, c'est beaucoup plus ancien que Vatican. Ou bien les pratiques, c'est pour ça qu'on appelle primitif. C'est une norme officielle qui dit des choses extraordinaires sûrement. Donc ce qui se passait comme pratique religieuse à Kırşehir, à Yenişehir, Nevşehir, etc. C'était pas le christianisme connu d'aujourd'hui, il n'y avait pas les mêmes rites, ça n'existait pas. C'était une sorte de fraternité. C'est une religion d'abord de l'amour, et toujours, je suppose, mais une fraternité, confrérie, le mot confrérie veut dire une sorte de tarikat. Confrérie, mais fraternité, c'est autre chose. Fraternité, tout ce qui est sauvé par la croyance à Jésus-Christ était de frères et de sœurs. Donc, ils étaient pacifiés entre eux, etc. Donc, c'était une religion cachée. Cachée, il y avait un système de communication entre les chrétiens pour se dissimuler, pour ne pas être visible, toujours par les soldats romains, etc. Bon, on peut élargir ce sujet, mais je vais ajouter quelque chose quand même. Les mœurs établies, n'est-ce pas, avec une intensité historique, c'est très lié à des événements à la fois matériels, mode de production, etc., et des interprétations des esprits, disons, des mœurs, renouvelées, critiquées, abolies, réinstallées, etc. C'est pas contingent, on ne peut pas dire contingent, mais les Lumières, du point de vue de Kant, effectivement, personne ne raconte l'histoire comme moi, je raconte comme un historien, eux, ils sont déductions selon le principe, ils cherchent le meilleur principe. Et ils effacent toute la scène que je raconte en disant que, il y a des variétés, il n'y a pas une loi des choses sociales, ce sont des conséquences des guerres et des géographies, des chasses et des immigrations, etc. Bon, on ne peut pas rester là. Eux, ils ont raison aussi. Ils ont raison, puis on ne peut pas être emprisonné de l'histoire. Voilà, les chrétiens, ils étaient là, mais maintenant, ils sont chassés, ils sont partis, ils sont devenus turcs. Ils n'ont pas allé, ils n'ont pas du tout allé quand Anatolie est conquis par les Selçukis et les Arabes Selçukis, grandes
État ou empire de Selçukis, les chrétiens ne sont pas partis. Ils sont devenus musulmans. Et nous sommes ces gens-là. Mais il y avait des autres gens aussi. Les Arméniens, les Médènes, ce qu'on appelle les Kurdes, et les Turkmènes, massivement. Ils sont venus à partir de, donc, au 9e et 10e siècle. Ils ont fait leur entrée interminable, bien que la Byzance était installée très très fortement dans toutes ces institutions en Anatolie. Ils ont trouvé un moyen, épisodiquement, ils sont venus même jusqu'au côté asiatique de l'Istanbul, bien que Constantinople, avec toute sa force, était là. Ils sont installés, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, donc ça ne faisait pas de problème. Ils étaient partout, mais non pas en État. C'était pas un État, et individuellement, ils venaient, et non pas individuellement, en communauté, bien sûr. Et non pas pour manger, bien sûr qu'ils cultivaient la terre, ils étaient, avant d'être cultivateurs, ils étaient hayvancı. Éleveurs. Ils étaient éleveurs, ils avaient toujours leur bétail, ils étaient de l'origine toujours nomades. Bon, la guerre civile aux États-Unis est très liée à tout cela. Ça devrait être lié. C'est la dernière scène. Si le sommet de l'humanité est le droit de l'homme, et c'est signé par les États-Unis, nous sommes tous, toute l'humanité est concernée par les États-Unis et par l'histoire de les États-Unis, l'histoire du passé, si on peut dire ça, et nous sommes intéressés aussi par l'histoire à venir des États-Unis. Ça, c'était une grande question. Donc, qui a gagné les élections? Qu'est-ce qui va passer? Est-ce que la peine de mort sera rétablie, etc. Tout se détermine encore, mais bien sûr, il y a une dialectique, etc. Mais les États-Unis ne sont pas tout de suite concernés et grandement concernés par tout ce qui s'est passé en Asie, en Moyen-Orient. Et il y a une dialectique, bien sûr, mais il intervient tout de suite, ou quand il veut, il intervient. Et il ne dit pas, il est dans la dialectique de l'histoire, c'est-à-dire il ne ferme pas les yeux et il n'est pas toujours intransigeant. Selon la période, il essaie de se négocier, etc. Donc ça, tout ça, très important. Et toujours penser et comparer ce qu'ils faisaient les Romains, les gouverneurs de l'Empire romain, en Britannique, en Moyen-Orient, etc., et comparer. Et puis, avant les États-Unis, c'était l'Angleterre, c'est-à-dire Commonwealth, Grande-Bretagne qui avait cet empire, bien sûr, cet empire avait cette idée d'unifier le monde et devenir son maître, non pas pour, bien sûr, pour exploiter, mais peut-être que la première chose la plus importante n'était pas toujours exploiter. Il faut être très, très nuancé. Tout à l'heure, j'ai raconté une conquête de Britannie. Et ça commence comme une guerre, bien sûr, ça commence comme une tuerie, mais ils ont construit quand même. Mais il y a un prix. Ils sont devenus la moitié latins.
Et les Celtes ou les autres indigènes, ils sont devenus moitié latins. Ce qu'on appelle anglais est aujourd'hui mi-latin, mi-celte, disons. Je ne suis pas très... Enfin, le nom celte, c'est pas peut-être correct parce qu'il y a des autres ethnies, Scotch, écossais, irlandais, celtes et les bretons. Bon, il faut rendre compte de tout cette mix. Et entre le temps, cette fois-ci, je parlerai voisins des Britanniques dans le nord de la France. Bretagne, ce qu'on appelle comme région de Bretagne, et ça vient de breton. C'est le même peuple. Mais leur langue, en fait, cette fois-ci, je parle un peu de la France républicaine, universaliste, rationnelle, cartésienne, etc. Eux, ils ont, au moins, même s'ils n'ont pas exterminé les Bretons, non, ça existe encore les Bretons, bien sûr, mais ils ont, entre guillemets, exterminé la langue bretonne. Exterminé. Extermination. Annihiler. Extermination, c'est presque génocide. Hein? Extermination, c'est presque génocide, sans prononcer le mot génocide, c'est un moyen de dire génocide. Mais j'ai dit entre guillemets, parce que les Bretons ne sont pas exterminés, bien qu'ils ont eu. Pourquoi l'état d'esprit, enfin, je crois, je ne connais pas très bien, mais l'état d'esprit des Bretons, moi je connais personnellement, mais on ne peut pas généraliser quand même toute la Bretonne, ceci ou cela, mais ils sont des gens comme les Laz. Nous connaissons un peu Laz. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Eux aussi, ils vivent dans le nord de l'Anatolie. Les Laz, en France, ils sont dans le nord. Ce n'est pas bon, c'est pas une bonne explication, mais leurs états d'esprit aussi, ils sont fermés. Et ils aiment bien la solitude, l'isolation, et dans une géographie très rocheuse, près de la mer. Ils sont des marins, comme les Laz, etc. Bon. Et, c'est-à-dire, il dit non. Ou bien il ne dit rien. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème avec les Français, Les Bretons ont un problème avec les Français, mais ils n'expriment presque jamais, parce qu'il n'y a pas de problème. Bon, c'est devenu extrêmement complexe, parce qu'il n'y a plus de problème, parce qu'il n'y a plus de langue bretonne. Oubliez, apparemment. Selon ma connaissance, bien sûr, il y a des textes, etc., mais quand on n'apprend pas dans l'école laïque, française, rationnelle, cartésienne, la langue bretonne aux enfants, il n'y aura plus de Bretons qui parlent breton. Mais il y aura encore des Bretons qui parlent français.